Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien l'écran qui est en partage. Malheureusement, on a un petit souci de partage de vidéo ce matin. C'est la première fois que ça nous arrive en c'est longtemps d'entraînement euh, à des visioconférences. Mais voilà, c'est pas grave. On est à égalité. Je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas, mais bienvenue. Et voilà, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, je travaille pour Bruxelles Environnement et depuis maintenant pas mal, enfin voilà, depuis bientôt 10 ans, et la gestion des eaux pluviales au sein du département eau qui s'occupe aussi d'eau, des autres types d'eau naturelles présents à Bruxelles, eh bien, est une question qui est évidemment de plus en plus prégnante et je vous propose euh, voilà, d'entrer dans ce sujet-là. Euh, alors, le cœur de mon exposé, c'est vraiment de vous expliquer quels sont les vrais problèmes concrets à Bruxelles, à quoi est-ce que on est confronté et comment est-ce qu'on peut, à notre échelle de citoyens, d'habitants, tenter d'y apporter une contribution. Donc, je ne vais pas entrer très loin dans le détail technique de la mise en œuvre de certains dispositifs. Ça peut tout à fait faire l'objet, voilà, si votre intérêt s'y porte, on peut nous proposer à HomeGrid de faire de futurs midis sur des dispositifs en particulier. Mais ici, c'est vraiment dresser l'éventail des possibles, voir dans quel esprit il faut s'orienter pour aborder la ville de demain, plutôt que de vraiment entrer dans des détails techniques très précis. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration là-dessus. Mais donc c'est une première approche de l'ensemble de ce sujet, ce qui n'empêche absolument pas d'aller dans du détail pour d'autres occasions. Alors, sans vouloir vous rabâcher encore une fois ce cycle de l'eau que tout le monde connaît par cœur, je trouve toujours intéressant de s'y arrêter malgré tout 2 minutes avant de zoomer vers nos préoccupations plus localisées. Mais parce que c'est intéressant de se rappeler d'abord le vocabulaire, on peut l'appeler le cycle naturel de l'eau. En France, on dit souvent le grand cycle de l'eau. Vous verrez que c'est un mot qui revient parfois dans la suite de l'exposé. Et ce qui est surtout intéressant de reposer ici, c'est que c'est ce cycle qui équilibre les différentes masses d'eau sur la Terre, mais aussi à notre échelle plus locale. Et donc, on doit se rappeler que la grande majorité de l'eau sur la Terre est de l'eau salée, impropre à la consommation humaine ou à la vie sur Terre. Et c'est plus de 97% de la masse d'eau totale sur Terre qui est salée. Et puis, des 2, des bricoles qui restent d'eau douce, la grande majorité est stockée sous forme de glace. Hein. Il y a les glaciers de haute montagne ou les glaciers des pôles qui sont de ces 2,5%, qui sont quasiment 90% de ces 2,5% d'eau douce stockée sous forme de glace. Et puis le reste, moins de 1%, c'est l'eau qui est répartie dans l'atmosphère, dans les pluies, dans les cours d'eau, les nappes souterraines, l'eau qui est dans le sol ou qui est dans le vivant, dans la biosphère. Voilà, donc la quantité d'eau douce qui est biodisponible, qui est disponible pour le vivant, est en comparaison avec la quantité totale d'eau sur Terre, est très très faible. Et on peut se dire que c'est en fait la pluie, enfin moi j'aime bien voir les choses comme ça, que c'est en fait la pluie qui redistribue ces différentes masses d'eau. C'est grâce à la pluie qu'il y a enfin en tout cas, il y a l'évaporation de l'eau de mer et des océans, et c'est la pluie qui redistribue cette eau adoucie, hein, ça redevient de l'eau douce grâce à l'évaporation, les sels restent dans la mer, et qui redistribue alors l'eau dans les différentes composantes du cycle de l'eau. Et je pense que c'est intéressant de retenir cette notion dans la suite de l'exposé, que vraiment la pluie est là pour nous ramener de l'eau douce et la redistribuer dans les lieux utiles pour la vie. Et puis, je ne dois pas non plus insister trop longtemps, vous le savez tous, que l'évolution du climat mène à une fonte plus rapide que la normale des glaciers et que donc ces réserves d'eau douce sont évidemment en grande partie touchées par le réchauffement climatique et que tous les équilibres de présence d'eau dans les différents éléments du cycle vont être impactés. C'est par l'eau que le vecteur eau va être le vecteur principal du changement climatique.
Voilà, d'où faire appel au génie humain pour qu'au moins l'eau qui nous est rendue par la pluie, ben, on aille aider à la placer dans les lieux utiles pour le vivant. Et je veux juste, avant de quitter cette dia, insister sur le fait que le sol est le lieu où on peut le mieux stocker de l'eau pour que ce soit ensuite disponible pour le monde végétal, pour aller réalimenter les nappes en équilibre, et ces nappes qui d'ailleurs réalimentent souvent les cours d'eau, les étangs, les zones humides qui sont propres à de nombreux euh, écosystèmes différents. Mais donc voilà, l'importance du sol où la partie humide n'est pas très représentée ici, mais il faut vraiment bien l'avoir à l'esprit. Alors, quand l'humain s'implante sur un lieu, et en particulier quand il construit une ville, hein, désolé, on change radicalement de type graphique, mais je trouve qu'il est, il est agréable à comprendre celui-ci, même s'il ne représente pas tout à fait la réalité d'un territoire urbain. Mais donc, pour rappel, quand l'humain installe son propre cycle, et d'où ce cycle-ci, on l'appelle souvent le cycle anthropique de l'eau, le cycle de l'homme, il va prélever de l'eau dans les cours d'eau ou dans la nappe pour la potabiliser. Et puis, quand elle est potable, la stocker, par exemple, dans des châteaux d'eau pour l'envoyer sous pression en eau de distribution vers les différents usages que nous en avons. Les différents usages dans une maison, bien entendu, finissent par rendre cette eau usée. Hein, c'est les eaux usées domestiques qui sont conduites par des tuyaux jusqu'à tout un système de collecte bien plus complexe évidemment que ce qu'on voit ici, qui sont conduites en station d'épuration pour être clarifiées, épurées et être aptes à être rendues au milieu naturel. Et il est tout à fait logique que ce cycle anthropique de l'eau soit géré dans des tuyaux, de façon très étanche, très surveillée, parce que l'eau potable est une eau qui coûte cher à produire, et donc il faut surveiller les fuites pour éviter d'en perdre. Et puis l'eau usée est une eau qui pollue, donc il est tout à fait normal qu'on gère tout ce circuit humain dans des tuyaux voilà, et qui soit bien étanche. Donc c'est vraiment un cycle à part et qui doit être bien surveillé, investi pour qu'il fonctionne bien à la fois pour les besoins de l'humain, mais aussi pour l'environnement. Or, voilà, qu'est-ce qui se passe quand une ville s'implante et quand l'urbanisation s'étend? Ben, la problématique principale, en fait, on pourrait résumer les choses en disant que le cycle anthropique finit par absorber le cycle naturel. Et on va le voir un petit peu plus loin encore, mais donc quand l'eau de pluie, l'eau naturelle tombe sur un milieu urbain, eh bien, nos habitudes constructives on sait que l'eau, ça peut être un problème pour les bâtiments, etc. Et donc, on conduit l'eau le plus vite possible vers un lieu pour l'éliminer. Et le lieu le plus proche pour l'éliminer, ben, ça va être le tuyau le plus proche. Et le tuyau le plus proche, c'est l'égout. Donc, on a malheureusement mis en place, malheureusement à l'époque, à la faveur d'une évolution douce, mais voilà, on a gardé cette pratique de conduire les eaux de pluie qui ruissellent sur nos surfaces construites vers le réseau d'égouttage. Et on va voir par la suite pourquoi ça pose problème. Mais retenons cette idée que pour le moment, dans sa grande majorité, le cycle naturel, dont j'ai gardé ici uniquement un extrait qui correspond le mieux à notre habitat à Bruxelles, hein, on n'est pas confronté ni à des montagnes ni à l'océan, on est sur ce type de cycle-ci. Voilà, mais il est complètement absorbé par la ville en quelque sorte et par le cycle anthropique. Et à Bruxelles, c'est particulièrement le cas puisque même notre cours d'eau principal, la Seine, a été mis sous pertuis. Donc, dans l'évolution de l'urbanisation de Bruxelles, les cours d'eau, dont la Seine, ont servi de lieu de rejet des eaux usées domestiques, des eaux sales ou des crasses en général même. Et puis, il a fallu évidemment au XVIIe siècle, devant les crises sanitaires que pouvait soulever cette problématique d'avoir transformé les cours d'eau en égouts à ciel ouvert, mais il a fallu faire le choix hygiénique de couvrir un certain nombre de cours d'eau qui étaient devenus de véritables égouts à ciel ouvert. Et donc, on a à Bruxelles cette problématique d'incorporation
l'augmentation d'un cycle naturel dans un cycle artificiel qui est particulièrement forte puisqu'elle va jusqu'à toucher nos cours d'eau et pas seulement l'eau de pluie. Alors, si on est cette pluie, hein, voyons un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire l'urbanisation perturbe le cycle de l'eau. Eh bien, si on prend ce rôle d'être la pluie, on se rend compte qu'en tombant sur Bruxelles, la première chose qu'on va rencontrer, ce sont des surfaces imperméables. Donc, j'ai un petit peu résumé le propos que certainement plusieurs d'entre vous connaissent déjà. C'est l'augmentation de l'imperméabilisation de la ville. Hein. On voit qu'entre 1955, où donc les zones imperméables sont représentées en rouge, très fortement imperméables, proche de 90% d'imperméabilité en rouge foncé. Et bien entendu, au plus on est dans du bleu qui redevient foncé, au plus on est sur des parcelles de pleine terre. Et donc, on voit qu'en 50 ans, à la fois la surface dans sa grandeur, c'est multiplié par 2, voire par 3 de surface imperméable, et son intensité, puisque même là où c'était rouge clair, c'est devenu rouge foncé. Donc voilà, l'imperméabilisation très forte de la ville en 50 ans. Et on va voir plus loin les conséquences que ça a, au-delà du fait que forcément, une pluie qui tombait sur ce type de région bruxelloise, hein, dont on voit bien les limites ici dans le schéma de gauche, qui sont représentées par les communes. Hein, le schéma d'ensemble prend plus que la région bruxelloise. Donc on voit bien que dans les années 50, il y avait quand même... Dat in de jaren 50 er toch een heel deel van het territorium volle grond was. Aujourd'hui, on est proche de 50% imperméabilisé avec la forêt de Soigne, hein, qui nous sert de grands lieux d'infiltration, et la deuxième couronne de Bruxelles qui est évidemment plus perméable que certaines communes qui se rapprochent très fort des 100% d'imperméabilité, comme je l'ai dit. Et donc ici, quel est cet impact de zone imperméable? Si à droite, on a la représentation d'une ville fortement imperméabilisée, avec, pour rappel, une zone naturelle, eh bien, au lieu d'avoir ce flux important d'eau qui est infiltré, hein, c'est l'équilibre entre les différents flux d'eau. On peut imaginer quand une pluie tombe, eh bien, dans un milieu naturel, il y a 50% qui est infiltré, avec une partie en profondeur, une partie qui reste en surface, et 40%, voire plus, hein, tout ça c'est très variable selon la saison, selon le tissu végétal, mais on est dans les environs de 40% d'évapotranspiration. Évapotranspiration qui est très importante pour garder un microclimat viable, surtout en saison d'été, dans un milieu de vie. Et bien sûr, ces surfaces imperméables vont générer un tout autre équilibre entre les différents flux d'eau. C'est le ruissellement qui devient très fortement majoritaire pour toute cette eau qui tombe sur des surfaces imperméabilisées, très peu qui est infiltrée et assez peu qui est évapotranspirée. Ici, on est même assez généreux avec 25%. Si je continue à ruisseler, voilà, je n'ai pas pu m'infiltrer en tant que pluie, je continue à ruisseler, je m'attends à tomber sur un réseau hydrographique, qui est l'élément suivant d'un cycle naturel. Et malheureusement, on voit ici pour Bruxelles que la disparition du réseau hydrographique, l'assèchement des étangs, des marais, le fait d'avoir détourné certains cours d'eau pour les associer à l'égout ou d'en avoir voûté d'autres, rend le réseau hydrographique extrêmement morcelé et épars. Heureusement, le aujourd'hui date déjà d'il y a quelques années, et voilà, on est en train de travailler à améliorer cette carte et à la ramener vers une situation voilà, de son fonctionnement antérieur. Mais en tout cas, voilà, on est passé dans un passé très proche par une situation extrêmement stricte et raide en termes de réseau hydrographique. Il n'offrait absolument plus beaucoup de possibilités en termes de cycle de l'eau naturel. Et puis, si mon ruissellement me mène à aller jusqu'au réseau d'égouttage, eh bien, malheureusement, il est assez vétuste à Bruxelles et représente plus de 1900 km de canalisation qui ont été construites à partir de la fin du 19e siècle jusque dans les années 50. Donc voilà, il nécessite vraiment une rénovation. Il y a environ 500 km d'égouts qui ont été investigués pour en voir l'état, et plus d'un quart de ce
test a révélé qu'il était vraiment urgent de rénover un quart de son circuit. Or, il faut savoir que rénover 1 mètre courant d'égout coûte 3 000 €. Donc, c'est 3 000 € le mètre courant de rénovation en ville dense, ce qui implique donc un investissement public colossal, rien que pour le remettre en bon état dans ses parties fortement abîmées. Et donc, on peut aussi se rendre compte qu'il a été conçu, dimensionné à une époque où la ville n'avait absolument pas les développements tels qu'elle a aujourd'hui en termes de surface imperméable. Et donc, voilà, il faut accepter l'idée que le réseau d'égouttage est destiné à transporter des eaux usées, mais que ça a de moins en moins de sens de vouloir y transporter aussi des eaux claires comme les eaux de pluie. Et donc, OK, on a vu toutes les perturbations du cycle de l'eau sur une ville et en particulier les points clés à Bruxelles. Donc, à quels impacts nous mène cette gestion tout à l'égout? Évidemment, la plus connue, ce sont les inondations. C'est celle qu'on voit, c'est pour ça qu'il y a la petite image de la face visible de l'iceberg. Ce sont les conséquences les plus connues, les plus visibles que l'on a tous. Et malheureusement, elles sont fréquemment illustrées en région bruxelloise. Toujours par ce phénomène de, en tout point de Bruxelles, si on est avec des zones fortement imperméabilisées, des cours qui ont été recouvertes, etc., où on n'a plus de pleine terre, eh bien, tout ce ruissellement vient impacter des zones basse. C'est surtout le réseau d'égouttage qui déborde à Bruxelles. On n'est pas du tout face aux mêmes problématiques en région wallonne où c'est généralement des débordements de fleuves qui créent des inondations. À Bruxelles, c'est bien le débordement de réseaux d'égouts. Voilà, et donc même des zones où ici on voit que c'est représenté avec un peu plus d'arbres, les jardiniers de façade sont verdurisés, malgré ça, ces gens peuvent être inondés si à l'amont on a beaucoup de surfaces imperméables et ruisselantes qui vont droit au réseau d'égouttage. Mais donc ça, maintenant, vous avez bien compris le principe. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, s'il y avait une partie visible de l'iceberg, c'est qu'il y a une grosse partie invisible. Et donc, allons voir quels sont les autres impacts moins connus du grand public de cette gestion tout à l'égout. Eh bien, la première qui nous préoccupe beaucoup à l'échelle régionale, c'est les déversements, ce qu'on appelle les déversoirs d'orage, les surverses. Je vais vous expliquer à la dia suivante par des photos ce que ça veut dire. En fait, quand le réseau d'égouttage part en sec, bien entendu, son niveau est tout à fait reste dans le réseau d'égout et circule normalement. Mais par temps de pluie, évidemment, le niveau d'eau monte dans le réseau d'égouttage et atteint une certaine hauteur. Avant que ça ne génère de l'inondation en voirie ou dans les maisons, il y a un système de surverse, comme à la baignoire. On a aussi un trou en haut de sa baignoire pour que si elle déborde, elle ne déborde pas dans la salle de bain, mais elle rejoigne quand même le réseau. Et donc ici, c'est exactement la même chose. Il y a des trop-pleins au réseau d'égouttage, mais qui sont malheureusement orientés vers ce qui peut absorber le plus proche, c'est-à-dire le réseau hydrographique naturel. Ici, on a représenté la Seine sous son pertuis. Mais voilà, ça crée encore aujourd'hui un très gros impact de pollution. Ce sont ces surverses. Alors, elles sont dites d'orage, mais malheureusement, elles arrivent même en cas de pluie très moyenne. Ici, on voit une photo très malheureuse le long du canal, parce que le canal aussi est un lieu de déversement d'égouts en cas de pluie. Et ce n'était pas une pluie d'orage incroyable, c'était une petite pluie tout à fait moyenne qui a lieu environ, enfin d'un type statistique qui peut avoir lieu tous les mois ou tous les 2 mois. Et malgré cette petite pluie, cet égout-là, à cet endroit-là, n'a pas, enfin voilà, a déversé, hein, son déversoir a fonctionné et du coup, voilà ce qui se déverse dans le canal. Donc ça, c'est vraiment une très grosse problématique qui est voilà, en cours de prise en charge en région bruxelloise. On le verra un petit peu plus loin par les acteurs de l'eau, mais vous verrez que ce dont on va parler aujourd'hui va aussi nous mener à des solutions pour ceci. Et puis, quelles sont les autres conséquences qu'on connaît un petit peu moins? Le fait de mélanger des eaux usées et des eaux claires, forcément, on dilue les eaux à épurer, ce qui n'est pas terrible parce qu'on s'en va épurer des eaux propres, donc c'est déjà pas très malin. Mais en plus, les rendements épuratoires sont bien moins bons lorsque les eaux sont diluées. Et puis, on se prive d'une ressource. Le fait d'envoyer toutes ces eaux claires à l'égout, ça nous empêche de pouvoir un peu en profiter un jour quand on en aura besoin.
Ça nous empêche de recharger en eau claire les sols, les nappes et les cours d'eau. Hein. Ce que fait un cycle naturel, ben ici on s'en prive, on empêche l'eau de pluie d'aller rejoindre ces éléments-là, puisqu'on les envoie à l'égout. Et puis, on se prive d'un élément très équilibrant en ville. Déjà, c'est agréable de pouvoir circuler ou de voir apparaître l'eau dans le paysage quand on vit déjà en milieu urbain. Ça crée de la convivialité. Ici, ben, la flèche est négative parce qu'on s'en prive. Et surtout, voilà, on est de plus en plus face à la problématique des îlots de chaleur et ils sont en augmentation. On les voit apparaître de plus en plus fréquemment les étés avant celui-ci. Et l'eau pourrait fortement y aider. Donc, le fait de l'envoyer aux égouts nous prive d'un élément précieux pour jouer sur les îlots de chaleur. J'ai juste ici une petite image très brièvement, c'est la carte des îlots de chaleur en région bruxelloise. Et donc, ça illustre les zones où par jour chaud, la température reste extrêmement élevée le soir ou la nuit par rapport à la périphérie. Et donc, il peut y avoir un gradient jusqu'à 3 degrés de différence à la même heure entre le milieu urbain dense et la deuxième couronne, parce qu'évidemment, je parle du milieu urbain dense, on reconnaît tout de suite que c'est les mêmes zones qui sont touchées par la forte densité urbaine qui sont alors touchées par l'effet îlot de chaleur, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qui est mis en place à l'échelle, d'abord je vais parler à l'échelle de la région assez rapidement, mais donc je pense qu'au cours de la discussion, vous avez tous bien compris que l'idée, c'est vraiment de restaurer le cycle naturel en ville autant qu'on le peut, c'est de faire coexister les deux cycles au lieu d'en absorber un entièrement dans l'autre. Et tout ce qu'on a vu dans l'iceberg de négatif peut être rendu en positif, c'est-à-dire que le fait de refaire de la place au cycle naturel, de laisser la pluie rééquilibrer les différentes masses d'eau, mais forcément, on améliore la qualité des eaux naturelles. À la fois, on prend de l'eau souterraine, on évite ces fameux déversoirs d'orage puisqu'on a capté l'eau de pluie avant et on l'a ramenée dans le sol, donc elle ne se retrouve plus à l'égout. Donc, on évite ces problématiques de déversoirs, ces problématiques d'inondation. On peut améliorer le cadre de vie parce que vous allez le voir, le fait d'incorporer l'eau à notre milieu, ça apporte une qualité de vie et une qualité aux espaces bâtis bien supérieure. Et donc, qu'est-ce qui est mis en place à l'échelle de la région? Un rapide petit coup d'œil en scindant un peu le petit cycle ou le cycle anthropique de l'eau. Donc, les acteurs de l'eau qui sont responsables des collecteurs ou de la distribution ont bien sûr tout un plan de gestion pour rénover le réseau d'égouttage, pour améliorer le réseau de distribution. Donc voilà, ça c'est en cours et notamment via le plan de gestion de l'eau dont la troisième version est en cours de rédaction. Mais à l'échelle de l'habitat, à l'échelle du particulier, on peut aussi bien sûr jouer sur l'amélioration du cycle anthropique. Ce sont toutes les économies d'eau qu'on peut faire de l'eau potable, qui est une eau qui coûte quand même relativement cher à produire, qui implique des intrants d'énergie. Donc, tous les usages rationnels de l'eau vont être favorables, bien entendu, à préserver la ressource. Et aussi, dans l'eau qu'on rejette vers le réseau d'égouttage, c'est la réduction des pollutions. C'est rester très attentif aux produits qu'on rejette, aux produits qu'on utilise, à ne pas rincer son seau de peinture et le balancer dans dans une petite... je ne trouve plus le nom maintenant de ce qu'on a comme type d'avaloir dans les caves, etc. Le white spirit, etc. Tout ça, c'est amener, faire le tri intelligent de ce qu'on consomme pour ne pas tout renvoyer à l'égout. Les stations d'épuration sont de plus en plus fines dans leur travail épuratoire, mais on ne peut quand même pas tout leur faire digérer. Ce sont quand même souvent des bactéries d'ailleurs qui travaillent à la dépollution de nos eaux, donc ça reste du vivant. Donc voilà, la pollution à la source, c'est nous aussi. L'esterpute, voilà, merci, j'ai une collègue qui vient à mon secours, rejeter n'importe quoi dans l'esterpute où on a l'impression que c'est moins grave que dans un évier. Et alors, comment est-ce qu'on peut agir sur le grand cycle de l'eau, c'est-à-dire le cycle naturel? Comment est-ce qu'on ramène de l'eau dans le paysage? Comment est-ce qu'on refait de la place à ce
cycle naturel de l'eau qui est tellement perturbé en ville. Bon, mais il y a bien sûr aussi des acteurs, je cite Bruxelles Environnement, mais il y a les communes via leurs parcs et les gestions de chouettes espaces où l'eau retrouve sa place comme des étangs, des mares, etc. On peut restaurer le réseau hydrographique par des plus gros travaux. On vise depuis plusieurs années à restaurer la continuité du réseau hydrographique et à y conduire les eaux claires quand on retrouve des sources, etc., à renaturer les berges de tous ces éléments naturels. Et puis, pour en arriver, c'est un petit peu le cœur de ce qu'on veut montrer comme possible aujourd'hui, c'est au niveau de l'habitat, au niveau de nos jardins, de nos espaces de vie ou de la tolérance qu'on a vis-à-vis des espaces de vie qui nous entourent, c'est ramener l'eau de pluie dans nos espaces de vie et la gérer là où elle tombe plutôt que de l'envoyer au réseau d'égouttage. Et c'est ça maintenant qu'on va un petit peu brosser ensemble. Oui, je garde quand même un petit point sur la récupération des eaux de pluie, mais on y vient. Alors, est-ce qu'il existe une réglementation qui permet déjà d'aller vers cette nouvelle prise en compte du cycle naturel de l'eau? Pas encore tout à fait, pas encore suffisamment. Donc, il y a 3 grandes réglementations, mais je ne vais pas y attarder, juste vous les citer. L'ordonnance cadre eau, dans laquelle il y a déjà des rappels du Code civil qui sont faits pour rappeler que tout le monde est gestionnaire de l'eau qui tombe sur sa propre parcelle. Et puis, dans les permis d'environnement, il y a des améliorations qui sont sur le point d'être faites pour prendre tout ça en considération. Et le règlement régional d'urbanisme est en cours de rédaction. Donc là, voilà, nous avons tous à être vigilants pour qu'il apparaissent de nouvelles mesures qui vont permettre de mieux prendre la pluie en compte et de l'amener aux endroits qui sont le plus utiles pour le vivant. Ensuite viennent quelques dias que je vous laisse à titre informatif. Bien sûr, vous aurez le diaporama par la suite mis à disposition par HomeGrid. Et donc ici, je passe rapidement dessus parce que je vous laisse lire ça si ça vous intéresse un petit peu plus les aspects réglementaires. Mais ça touche bien sûr surtout ceux qui vont construire à neuf. Et je suppose que dans ceux qui nous écoutent, vous n'êtes pas extrêmement nombreux devant un projet de construction neuve ou de grosse rénovation. Mais voilà, c'est quand même là pour information et bien sûr, si vous avez des questions, on est tout à fait disponible. Alors, que faire à l'échelle de l'habitat, chacun chez soi? Mais jusqu'à présent, c'est un peu une redite de tout ce que vous avez déjà entendu, mais tous les types d'eau auxquels on est confronté dans une maison, pour le moment, ils vont tous à l'égout, avec heureusement un passage en station d'épuration, mais pas toujours. On sait que les déversoirs court-circuitent et peuvent polluer les cours d'eau. Mais ça se passe parce qu'on envoie tout à l'égout de façon indistincte. Et donc, qu'est-ce qu'il en serait si on triait nos eaux? Comme on a pris l'habitude de trier nos déchets, en fait, si on avait la conscience des différents types d'eau auxquels on est confronté ou qu'on a la chance de voir traverser sur nos propriétés, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, il y a un tri qui est possible. Je ne vais pas m'attarder sur les eaux grises. Les eaux grises, ce sont les eaux de salle de bain ou d'évier de cuisine et qui ne sont moins fortement polluées quand elles sont prises seules que quand elles sont mélangées aux eaux noires. En général, on dit eau usée, c'est un peu le mélange des deux, mais on peut distinguer eau grise et eau noire. Et les eaux grises, effectivement, un recyclage est possible, soit pour être réutilisé dans la maison, ou bien si on habite en milieu un peu moins urbain, après une épuration assez légère, on peut les ramener au milieu naturel, mais en ville, voilà, les ramener au milieu naturel, ça n'a pas tellement de sens. Il vaut mieux s'occuper des eaux de toiture et des eaux de ruissellement qui sont beaucoup plus faciles à conduire au milieu naturel. Les eaux noires, ben, c'est celles typiquement qu'il est normal de rejeter à l'égout et de laisser les acteurs de l'eau qui ont mis en place des infrastructures collectives les traiter. Les stations d'épuration sont là pour ça, mais bien sûr, il existe toujours la meilleure solution qui est de ne pas produire d'eau noire, et ça, c'est en passant par l'utilisation de toilettes sèches. Sujet éminemment intéressant parce qu'au moins on ne produit pas de pollution, mais là c'est encore un autre sujet qui serait tout à fait utile d'aborder à part entière, donc je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus.
Par contre, on va entrer un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire de nos eaux de toiture et qu'est-ce qu'on peut faire des eaux de ruissellement qui passent sur nos terrasses, sur nos chemins d'accès, sur les parkings qui nous appartiennent. Alors, les eaux de toiture en particulier, on a bien entendu la possibilité de faire de la réutilisation. Hein, c'est toute la question des citernes de réutilisation d'eau. Je vous ai mis sur cette dia les outils qui sont disponibles à la fois sur le guide bâtiment durable et puis HomeGrid qui a fait une très belle brochure également sur ce sujet. Et donc là aussi, je vais brosser un petit peu rapidement. Je vous ouvre l'éventail des solutions, mais je n'entre pas très très loin dedans. Bien entendu, une citerne n'a de sens que si on fait des usages qui permettent d'utiliser cette eau récupérée. Il y a ici des petites discussions pour bien réfléchir comment maximiser mon potentiel de récolte, quels sont les éléments qui vont prévaloir dans mon calcul de volume à retenir pour cette réutilisation. Ça, je vous laisse découvrir si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin. Je m'arrête une seconde sur le fait que la citerne de récupération est un concept tout à fait différent de la citerne de temporisation, qu'on appelle aussi souvent bassin d'orage individuel à Bruxelles. Puisque la citerne de récupération, sa destination, c'est qu'elle soit le plus souvent pleine. Et donc, vous voyez que l'eau rentre par ici, la remplit, et parfois, elle atteint le trop-plein pour être alors évacuée vers soit un chouette dispositif d'infiltration, soit malheureusement très souvent vers l'égout pour le moment. Et il y a une pompe qui n'est pas représentée, mais c'est la pompe qui est destinée à amener l'eau vers les usages de la maison. Tandis qu'une citerne de temporisation, elle ne sert pas à réutiliser de l'eau, elle sert juste à différer le volume qu'un gros orage peut susciter, à différer son départ vers le réseau d'égouttage. Et donc l'eau rentre par ici également, remplit la citerne d'orage, et puis il y a un petit trou au fond de la citerne qui s'appelle le débit limité, qu'on n'a pas dans la citerne de récupération, bien entendu. Et ce débit limité, c'est un plus petit trou que le trou d'entrée, pour que l'eau rejoigne le réseau d'égouttage à petit débit et ne surcharge pas en un coup le réseau d'égouttage lors d'un orage. Voilà. Donc, c'est une solution intéressante pour protéger des inondations, mais aujourd'hui, on verra un petit peu plus loin que, voilà, on encourage, puisque ça reste un élément d'amener vers le réseau d'égouttage, on encourage à d'autres types de temporisation aujourd'hui, plus naturels, bien entendu, plus intégrés, vous allez le voir. Ne pas hésiter à avoir recours plutôt à la citerne de ce type-là, plutôt qu'une citerne enterrée, si elle coûte trop cher, si le système de pompe, de filtre, si dans une rénovation, ramener de l'eau de pluie au WC est trop compliqué. Les citernes extérieures restent une excellente solution. Bien sûr, on est sur des volumes moins grands. Ceci, c'est de l'ordre de 300 litres, alors qu'une citerne enterrée va rapidement faire 2 mètres cubes, 3 mètres cubes. Voilà, on est sur des plus petits volumes, mais en les multipliant, on peut tout à fait en avoir un usage tout à fait utile. Il y a 36 manières aujourd'hui de raccorder une citerne d'eau de pluie à sa descente d'égout. Il y a des systèmes qui prévoient par le système de vase communicant, quand on arrive à la citerne d'extérieur pleine, eh bien, il y a un système de surverse de nouveau qui permet de faire s'écouler l'eau de pluie vers la suite du circuit sans risquer de faire déborder. Il y a d'autres systèmes. Ici, vous avez un petit godet extérieur et comme l'eau de pluie coule toujours par faible pluie, elle coule en venant se coller aux parois de la gouttière. Et donc, les premières pluies en collant aux parois viendront s'écouler vers la citerne, tandis qu'un plus gros flux d'eau passera par ce qu'on appelle la lumière ou le centre de la gouttière et donc continuera son chemin vers l'aval sans saturer la citerne. Donc aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de solutions. Ici, on n'est pas obligé de couper sa descente d'égout. On peut le percer et faire entrer un petit système en caoutchouc qui va, le temps du passage, passer par un passage plus étroit et puis venir reprendre sa forme pardon, pour collecter de nouveau les eaux qui ruissellent le plus souvent le long de la gouttière. Et quand il y a des pluies plus importantes, ça passera à travers le tout. Voilà, ça c'était pour la partie récupération. Que fait-on de nos trop-pleins de ces citernes si elles sont d'extérieur ou même des citernes enterrées? Et que fait-on des eaux de ruissellement de terrasse? Mais c'est là qu'on va pouvoir vraiment donner la place à des systèmes
qui ramène le cycle de l'eau naturel. Voilà, c'est la dernière partie des actions qu'on peut mener, et c'est celles qui sont dans nos jardins, dans nos courrettes, etc. De nouveau, des outils mis à disposition dans les pages du guide bâtiment durable. Et si jamais dans vos PowerPoint, les liens, parce qu'ici il y a des liens hypertextes, mais s'ils ne sont plus actifs, vous rentrez simplement ces titres-là dans un moteur de recherche avec guide bâtiment durable et vous y arriverez très facilement. De nouveau, je rappelle la brochure HomeGrade qui est sur les toitures végétalisées, qui est évidemment le premier lieu de réception de nos eaux pluviales qu'on peut renaturer. Petite parenthèse sur la prévention des inondations. Pour les gens qui habitent en zone inondable, il existe aussi une petite brochure dans laquelle sont décrites un certain nombre de petits dispositifs qui permettent de se protéger des inondations telles qu'elles existent à Bruxelles, c'est-à-dire qu'elles ne montent en général pas plus haut que 30 à 40 cm, ce qui est déjà beaucoup, surtout quand ce sont des inondations dues à un réseau d'égouts. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans le concret? Ben voilà, ici, ce sont des gens dans Drogenbos qui ont refermé leur soupirail vers la cave et qui ont créé des petites cheminées d'aération suffisamment hautes pour ne pas être surpris à la prochaine inondation. Ça, c'est en Angleterre. Ce sont voilà, c'était une période pluvieuse, donc les personnes, mais là c'était plutôt des inondations fluviales, mais donc ça existe de se protéger de cette façon-là. Ça c'est dans la chaussée de Saint-Job, beaucoup plus proche, enfin en région bruxelloise vraiment, donc cette fois-ci. Et malheureusement, ces personnes qui ont une descente de garage souffraient très fréquemment d'inondations avant l'installation des bassins d'orage. Cette photo-ci date un petit peu. Voilà, je referme la parenthèse sur les dispositifs qui sont vraiment de l'ordre de la protection et on revient maintenant sur ce qu'on peut mettre en place dans la prévention contre les inondations. Et donc, on a de nouveau ici cette invitation à passer de volumes de temporisation qui sont finalement enterrés en béton, qui conduisent à l'égout, vers des systèmes de temporisation qui sont en surface, végétalisés, qui ramènent de la nature en ville et qui vont donner un tas de services écosystémiques à nos villes. Voilà. Le même schéma, enfin un schéma différent, pardon, pour exprimer la même chose. On va vers des solutions fondées sur la nature qu'on peut classer en 3 grands groupes, hein, la toiture verte stockante, les noues ou les jardins de pluie qui sont directement liés à du végétal planté en pleine terre, et puis les surfaces perméables, ou même si on doit artificialiser certaines surfaces, il y a de plus en plus de matériaux perméables en prévoyant en plus en dessous des lits de cailloux qui ont un indice de vide et qui permet de créer du stockage. L'idée au final, c'est de concevoir une ville éponge. Hein, voilà, c'est vraiment que le sol soit cette éponge qui stocke notre eau parce qu'il a des potentialités d'éponge voilà, tout à fait intéressantes, surtout si c'est du sol vivant. Et ici, le schéma typique d'un jardin de pluie où on a un léger creux qui va permettre de stocker l'eau en cas de forte pluie, ou même des aménagements de terre-pierre ou bien des lits de cailloux pour augmenter ces volumes de stockage partant de fortes pluies. Mais sinon, toutes les petites pluies peuvent s'incorporer en douceur dans le sol et dans les nappes plus bas, avec tout le système racinaire qui va jouer un rôle de décolmatage, avec l'évapotranspiration qui va ramener du microclimat utile, etc. Alors, des exemples plus concrets en photo, la toiture végétalisée, parce que ce concept de venir retenir la pluie là où elle tombe et de tout de suite l'intégrer à un mini-cycle naturel, c'est ça qui est recouvert par le vocable de gestion intégrée des eaux pluviales, avec l'acronyme GIEP, hein, gestion intégrée des eaux pluviales. Et donc, en dehors de toutes les qualités de ramener du cycle de l'eau en ville, il faut la penser de façon à ce qu'elle soit intégrée et multifonctionnelle. C'est-à-dire que chaque espace où on la
met en œuvre, c'est aussi un espace qui sert à autre chose. Une toiture, eh bien voilà, une toiture, elle sert avant tout comme toiture, comme élément isolant, comme protection contre la pluie, mais en deuxième fonction, elle peut avoir une fonction hydraulique. Et ici, en plus, une fonction de développement de la biodiversité. Un jardin de pluie, pareil, il a d'abord une fonction paysagère, d'agrément visuel, d'amener des plantes et de la biodiversité. Bon, ici, j'ai fait un choix de jardin un peu kitsch, un peu, voilà, pas très sauvage, mais bon, voilà, c'est pour vous donner l'idée parce qu'on voyait bien l'effet de creux. Et puis, à toutes les surfaces artificielles, celle-ci est totalement perméable et recueille d'ailleurs les eaux d'autres surfaces perméables limitrophes parce qu'on a en dessous de ces pavés et de sa petite réglette centrale très perméable, on a en dessous une sous-fondation drainante qui est aussi un lieu de stockage pour des plus fortes pluies. Voilà, alors ici, de nouveau, la même chose, des exemples pour un petit peu montrer ce qu'on peut faire sur des surfaces imperméables, des massifs ou structures réservoirs. On voit où l'eau se stocke dans les différents schémas. Dans des petites courettes intérieures, on peut même faire des bacs à plantes avec des réserves d'eau sous les plantes et puis la partie substrat planté qui va venir puiser de l'eau au fur et à mesure des besoins des plantes. Ça existe tout à fait aussi. Et tout ça pour ramener finalement à un dernier concept, celui vers lequel on tend, c'est la ville éponge. Donc, c'est plus une ville où on a 60% de ruissellement, mais c'est une ville où on a fortement réduit le ruissellement parce qu'on a repermis à l'eau de pluie de venir s'infiltrer dans le sol, principalement dans le sol de surface. Et puis, ce qui est saturé en surface descendra de lui-même, ne pas pousser de l'infiltration de profondeur, mais bien travailler uniquement en surface et surtout en collaboration avec le végétal pour bénéficier de cette évapotranspiration qui est très utile. Voilà une autre façon imagée d'en parler. Mais je vois que le temps file, il faut que j'aille vers la fin. Donc ça, c'était une description des services écosystémiques. La présence du végétal est extrêmement important pour bénéficier à la fois de l'évapotranspiration, de l'effet d'ombrage dans une ville densément bâtie, les systèmes racinaires qui favorisent la perméabilité du sol, qui refragmentent chaque fois des sols compactés, la présence de vers de terre, donc toute cette association de l'eau, du sol vivant, des plantes, c'est vraiment ça qui va nous permettre de gérer l'eau in situ. Le fait qu'on la gère in situ, ceci c'est un petit schéma qui vous montre qu'au plus on fait ruisseler de l'eau, au plus la quantité de polluants augmente. Au plus une eau ruisselle sur des surfaces, au plus elle va se charger en éléments polluants. Donc, il vaut mieux la traiter à la source avant qu'elle ait ruisselé. Un autre service écosystémique lié à l'ultra-localisation de la gestion de la pluie. Bon, ça, on remontre une ville un peu différente de ce qu'on avait avant. C'est un bâti qui offre un tas de lieux de stockage à l'eau et d'évaporation et d'infiltration. Et donc, forcément, on est dans un flux apaisé des eaux vers l'aval. Et alors, quelques exemples en images. J'ai fini dans 2-3 minutes, euh, si on me le permet, mais chez HomeGrade, n'hésitez pas à m'interrompre, mais voilà, je montre quelques exemples en photo. Ici, c'est un intérieur d'îlot rue Picard, dans Molenbeek, où le choix a été fait de citernes extérieures. Il y en a à plusieurs endroits, il y a des bâtiments qui se font face. Et c'est le tout début du développement de ce petit jardin de pluie avant plantation, etc. C'était très peu de temps après la construction. Et donc voilà, c'est encore un petit peu pauvre en végétation, mais ça va s'améliorer et ça va évidemment aussi améliorer la perméabilité du sol. Il faut toujours être un petit peu patient pour que l'écosystème permette de mieux prendre en charge l'eau de pluie. Mais voilà, c'est le jardin de pluie qui vient prendre le relais après le trop-plein de la citerne. Ici, une illustration dans l'espace public, mais qui montre juste l'agencement de 2 dispositifs. Des parkings perméables, bon, c'est pas très joli, je ne l'ai pas pris pour son merveilleux résultat esthétique, c'est pas terrible, mais voilà, il y a des parkings percolants et puis quand il y aura une trop forte pluie, il y aura un écoulement vers des noues qui sont ici au pied des saules, excellents arbres pour gérer l'eau. Alors ici, c'est un élément que je trouvais intéressant. Donc, c'est un bâtiment assez récent aussi dans le bas de la rue de la Rose, enfin, du Roseau, bas de la rue du Roseau, à l'entrée de la plaine du Bourdon, près de la gare de Calvoute, pour ceux qui voient.
Et voilà, il leur était imposé de faire une rétention des eaux de pluie à ciel ouvert. Et eux, ils ont fait le choix d'une espèce de mer de cailloux. Mais voilà, on peut discuter de l'aspect esthétique, mais c'était intéressant en réponse avec la route en pavé qui est à côté. Et en fait, bien sûr, dans la profondeur, il y a une profondeur aussi pour créer un volume suffisant de stockage des eaux de pluie, mais ça crée un effet barrière, en fait, un effet barrière naturel, sans qu'il y ait une barrière physique qui vienne nous empêcher d'aller vers le petit jardinet arrière, mais ça crée un espace infranchissable qui est assez intéressant en termes d'espace ouvert. Enfin voilà, donc ils ont utilisé l'effet un peu bassin d'orage sous forme d'espace vide entre les cailloux pour créer un effet barrière et un effet qui a une certaine forme esthétique, pourquoi pas. Il faut jouer avec l'eau. Voilà, je me permets de mettre ces dias-là parce que on a la chance d'avoir de l'eau qui tombe du ciel et dont on peut faire un petit peu ce qu'on veut, mais qui est surtout intéressante à ramener à son milieu naturel. Et donc, il faut oser jouer avec l'eau. Voilà, l'idée c'est de couper, c'est de couper les gouttières, et comme on peut voir, il y a des gens qui sont très créatifs pour en faire quelque chose d'amusant. Enfin, c'est selon les goûts. On peut tout à fait l'intégrer à un jardin, et de nouveau toujours en aval de zones de récupération. C'est pas récent hein, qu'on joue avec l'eau, donc voilà, ça c'est un bas de gouttière du château de Chambord. Donc, il y en a d'autres avant nous qui ont trouvé comment s'amuser avec les éléments d'eau. Et puis, l'idée, c'est de conduire cette eau vers des lieux où elle peut voilà, s'étendre, se reposer, se poser, s'infiltrer. Il y a un tas de cheminements d'eau qui peuvent être envisagés quand on a la chance d'avoir un jardin. De nouveau, un jardin de pluie avec simplement son effet paysager, son effet jardin, mais qui peut aussi servir avec une fonction hydraulique importante, puisque tout ça est très dispersé, très localisé. Il ne faut pas imaginer que tout ça va être inondé de façon exagérée si justement on a pu disperser ce type d'infrastructure sur l'ensemble du territoire. Ça peut même se faire dans des espaces assez minéraux. Hein. Ici, ce n'est pas un jardin végétal, c'est un jardin minéral. On a ici la descente d'eau qui se fait par ce qu'on appelle les chaînes d'eau, et puis qui est conduite vers la deuxième partie du jardin où il y a un peu plus d'expansion, voilà, où l'eau peut être stockés à ciel ouvert. Et même les pavés, vous voyez, ce sont des pavés perméables. On n'a pas fait de joint pour garder cette sensation ou cette possibilité d'infiltration. Et puis voilà, je voulais juste terminer par l'exemple de chez moi, carrément, parce que finalement, c'est de ça qu'on peut parler le mieux. C'est le fait que, voilà, chez moi, c'est une maison à mur mitoyen, où j'ai la chance d'avoir un jardin, mais en pente vers la maison. Et donc, quand on l'a reprise en main et qu'on a voulu la rénover, bien entendu, mon rêve, c'était que les eaux de toiture soient guidées vers une citerne enterrée et qu'on puisse la réutiliser dans les chasses. Hein. Il y a une salle d'eau à l'étage et au rez. Et puis voilà, la vie a fait qu'on s'est rendu compte qu'amener une citerne d'eau à l'arrière, comment, avec les voisins, on n'arrivait pas à trouver un passage adéquat. C'est un sol extrêmement argileux, extrêmement dur. Donc, on ne voyait pas comment creuser un volume suffisant pour les citernes. Donc, on a fini par abandonner cette idée de citerne. Je vous expliquerai après ce qu'on a fait, mais en deuxième volet, on a rénové la cour. Hein. On n'avait pas du tout une cour aussi grande, mais ça me culpabilisait beaucoup de faire une cour en béton plus grande. Donc, je ne voulais absolument pas conduire ces eaux-là vers le réseau d'égouttage. Et donc, on a prévu de faire à l'aval de la cour, qui est en très, très légère pente, une tranchée de cailloux. Et là, voilà, il y a toujours des petites histoires amusantes. C'est un ami qui nous a aidés à mettre ça en œuvre, bien entendu, un ami entrepreneur. Et ça avait beau être un ami, je n'arrivais pas à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas mettre de tuyaux drainants dans le fond de la tranchée. Sinon, ça allait évidemment supprimer toute ma volonté d'infiltrer les eaux de ruissellement de la terrasse. Il voulait absolument, enfin bref. Donc voilà, il faut se battre tout le temps parce qu'on a des habitudes constructives bien ancrées et parce que si on veut infiltrer l'eau,
ça fait toujours peur à tout le monde. Donc voilà, je vous préviens, quand on veut ramener l'eau dans son cycle naturel, c'est un combat de chaque instant. Et puis j'ai mis aussi cette photo-là pour illustrer le fait que cet été, pour la première fois, le 15 juillet, alors que cette terrasse, on l'a telle qu'elle depuis quand même 4-5 ans ou peut-être plus, 6, eh bien pour la première fois, ma tranchée drainante s'est saturée. Parce que finalement, il y a pas de tuyau en profondeur. Et pour la première fois, elle s'est saturée et on voit ici un petit débordement. Vous voyez une eau un peu plus boueuse qui est venue. Voilà, c'est comme une mini zone d'inondation. C'était lors de la très forte pluie du 15 juillet a été plus intense et plus importante en d'autres points de Belgique, malheureusement. Enfin, il y a les phénomènes de pluie qui sont passés à Liège sont très différents de ceux qu'on a vécu à Bruxelles au même moment. Mais voilà, c'est pour illustrer le fait qu'on peut décider que sa terrasse, on ne va pas la connecter au réseau d'égouttage, on va la laisser s'infiltrer, même dans un sol hyper argileux. Et au bout de 5 ans, on aura peut-être le fond de sa terrasse qui prend un peu l'eau, qui est un peu inondé. Mais moi, je vous avoue que ça m'a réjoui, parce que je me suis dit, ah, chouette, j'ai une terrasse inondable. Et je trouvais ça très, très positif. Voilà. Et puis pour le reste des aménagements, ben, ma fameuse gouttière qui avant rejoignait l'égout par en dessous de la maison, ben, je me demandais toujours bien quoi en faire. Entre-temps, on avait installé une petite mare. J'aurais voulu prendre le temps de vous en parler, mais sinon, je vais pas pouvoir. Je vais pas parler de la pièce d'eau. Au départ, je pensais aller mettre cette pièce d'eau tout au fond du jardin parce que pour moi, une pièce d'eau, c'est un lieu où la nature doit prendre sa place et pas être trop proche des humains pour qu'il y ait suffisamment de petits animaux qui y trouvent refuge. Et puis, c'est un autre ami qui s'y connaît bien en pièce d'eau qui m'a dit, mais non, faites-vous plaisir, faites-vous un petit élément en eau proche de la maison. Et effectivement, c'est un énorme plaisir. La fenêtre de la cuisine est là et on a en permanence, bon là, c'est pas très joli, mais vous allez voir au dia suivante que suivant les saisons, ça devient plus joli. On a vraiment tout le vivant qui vient à notre porte en fait. Je craignais que ça freine le développement de la biodiversité, mais c'est pas du tout le cas. Et donc de ma citerne d'eau de pluie, j'ai rêvé un tas de choses un peu étonnantes, comme vous voyez ici. Je rêvais de cultiver des choses contre mon mur et que l'eau de pluie allait venir l'arroser naturellement, puis que le trop-plein irait vers la pièce d'eau par des petites chaînettes d'eau, etc. Puis bon, à aller en visiter à gauche, à droite, voilà, j'ai pas trouvé les éléments techniques pour arriver à faire ça, mais du coup j'ai fait ça. Alors, ne regardez pas le bazar d'en dessous, c'est pas ça qui est utile, c'est ce qui se passe au-dessus. Ben, on est tombé un jour sur une citerne d'eau de pluie en promotion. On s'est dit, bon, ben, ok, pourquoi pas, on la prend. Donc, c'est un peu à la faveur des trouvailles qu'on a faites, un évier qu'on nous a donné. Enfin bref, tout est en éléments recyclés ou venus un peu par hasard. Et donc, on a d'abord placé cette citerne de récupération et puis en lien avec l'évier parce qu'on trouvait bête de ne rien en faire. Et puis, le trop-plein de la citerne d'eau de pluie, ben, ça me faisait un peu mal au cœur. Au début, ça repartait dans la gouttière. Et je voulais absolument pas, évidemment. Je voulais l'amener vers le jardin. Et donc, voilà, on a trouvé l'idée de scier. On a trouvé un grand bambou. Je vais vous montrer sur la photo suivante. On a trouvé un grand bambou dans une pépinière, un bambou creux, et on l'a disqué à la scie sauteuse. On l'a coupé simplement en deux. On a accroché avec des fils de fer ce petit chemin d'eau. Et c'est un vrai plaisir quand il pleut et que la citerne est pleine. On a ce petit ruissellement qui se passe, qui va jusqu'à la pièce d'eau. Et ici, il y en a qui pourraient se dire, oh là là, mais il y a un débordement, ça ne marche pas bien. Eh bien justement, le fait que ce soit accroché light avec des fils de fer, on a évidemment retravaillé un peu les différentes hauteurs pour qu'il n'y ait pas cet effet de rebond et de débordement. Donc voilà, on peut tout le temps réadapter quand on voit qu'il y a un petit truc qui ne va pas. C'est l'intérêt de faire les choses en low-tech. Mais en tout cas, voilà, ça donne une animation de la pluie qui est vraiment sympa, qui pour le moment va jusqu'à la pièce d'eau. Et vous voyez qu'en temps de... Voilà, une fois que les iris sortent, etc., cette pièce d'eau proche de la maison, c'est un vrai plaisir. Mais même si j'ai toujours en tête d'aller au fond du jardin en faire une plus sauvage encore, mais c'est le sauvage qui vient à nous parce que dès les premières années qu'on a eu cette pièce d'eau, hop, on a tout de suite été visité par des amateurs de ce genre et on a le plaisir d'avoir les amphibiens qui viennent voilà, au stade baby ou au stade senior se multiplier dans la pièce d'eau. Voilà, un des plaisirs de travailler avec l'eau de pluie en surface.
Voilà, alors il y a cette dia-ci qui fait référence, je fonce sur la fin parce que je vois que j'ai déjà largement dépassé mon temps et personne ne me gronde et j'ai pas été voir dans le chat ce qu'on m'y dit, mais je vais peut-être quand même poursuivre avec cette page des primes qui est donc, voilà, vous avez tous les renseignements en ligne et il ne faut pas hésiter à demander des informations supplémentaires à HomeGrade. Elles sont principalement orientées sur les citernes de récupération au niveau régional et les citernes de récupération évidemment de gros volumes avec pompes, filtres, etc. pour la réutilisation. Mais il ne faut pas hésiter à enquêter aussi au niveau communal parce que là, on trouve pas mal de primes qui aident à la réinfiltration, à la perméabilisation des sols. Donc voilà, suivant vos communes, il y a des choses intéressantes à aller enquêter, même si au niveau régional aussi, il y a une prime pour la perméabilisation des sols, mais il me semble que c'est dans certaines zones spécifiques de la région. Bref, n'hésitez pas à demander des renseignements. Il existe des choses et elles vont encore s'améliorer dans le temps, bien entendu. Les primes, c'est très variable d'une année à l'autre. N'hésitez pas à vous tenir au courant des nouveautés parce que, par exemple, dans le plan de gestion de l'eau, c'est une des grosses attentions qu'on a, c'est à augmenter les primes qui vont aller vers cette facilitation du cycle naturel de l'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis désolée d'avoir débordé de mon temps. J'espère quand même que nous avons encore le temps de questions-réponses. C'est vrai qu'on a commencé un tout petit peu en retard aussi. Je ne sais pas si les collègues d'HomeGrade reprennent la parole. Oui, oui, merci beaucoup pour cet exposé. Pas de souci pour le temps. Alors, voilà. Alors, première question. Avez-vous un avis sur les filtres Berkey, donc vendus comme améliorant la qualité d'eau consommée? Alors, ça, ce sont des filtres qui servent pour la potabilisation de l'eau. Je vous avoue qu'il existe une quantité incroyable de ce type de filtre. Et moi, je rêve de faire une véritable analyse et de pouvoir répondre à cette question, mais à ce jour, j'en suis tout à fait incapable. Bien sûr, je m'y suis déjà intéressée à titre personnel. Mais je n'ai pas de réponse à cette question. Moi-même, j'aimerais bien en avoir des réponses à cette question. Je pense surtout qu'aujourd'hui, à voir comment travaillent les acteurs de l'eau, j'ai quand même une grande confiance, de nouveau, je parle à titre personnel, dans la qualité d'eau du robinet. Donc voilà, en dehors de trouver des solutions pour se préserver un peu du calcaire dans les outils, enfin dans les éléments électroménagers, je ne fais pas ce type de filtre, enfin je ne filtre pas l'eau avant de la boire. Voilà, parce que je sais à quel point c'est quand même extrêmement bien travaillé et que les filtres, il faut s'assurer, les filtres artificiels qu'on met après, il faut bien s'assurer de leur entretien. Mais ça n'empêche pas tout un chacun de faire ses choix. C'est tout à fait légitime. Mais voilà, malheureusement, je ne sais pas répondre à cette première question. J'en suis désolée. Pas de souci, on va passer à la deuxième question. Alors, pouvez-vous nous donner des acteurs concrets pour l'installation des systèmes de citernes extérieures? HomeGrade, aidez-moi. Donc oui, on sait bien que on a fréquemment ces questions liées à des listes d'entrepreneurs. Et vous imaginez bien qu'en tant que pouvoir public, c'est une question à laquelle on répond très difficilement parce que pourquoi est-ce qu'on irait donner les adresses de tel ou tel entrepreneur plutôt qu'un autre? De plus, c'est extrêmement variable dans le temps. Il y a des entrepreneurs qui font ça pendant un temps puis qui ne le font plus et vice-versa. Donc, en général, en tout cas pour installer des citernes extérieures, c'est quand même un travail relativement simple en termes techniques. Donc, je pense que tout entrepreneur d'entreprise générale est tout à fait capable de le faire. Beaucoup de gens le font eux-mêmes, mais voilà, on peut faire appel à de l'aide. Mais vraiment, des gens qui font ce qu'on appelle de l'entreprise générale ou un bon plombier qui est d'accord de faire ça. Ce sont des corps de métier tout à fait aptes à faire ça. Mais voilà, je sais que HomeGrade aussi essaye de pouvoir répondre à ce type de questions, de pouvoir quand même trouver comment donner des adresses. Il y a le consortium EcoBuild qui existe où ce sont des entrepreneurs qui se rassemblent pour réfléchir comment améliorer leurs pratiques. Et donc voilà, sachez qu'on est en cours de réflexion pour trouver comment donner accès à des listes d'adresses. Mais de nouveau, malheureusement, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Sinon, vous orientez vers des entrepreneurs classiques ou des plombiers.
Parfait. C'était Ecobill que je Vous aviez pensais en donner tête. aussi. Ok, Donc, super. voilà. Ouais, oui. Alors, troisième question. Dans la région bruxelloise, existe-il des zones argileuses? Si oui, comment l'eau s'infiltre-t-elle S'infiltre dans des sols argileux. Donc, il faut juste avoir l'esprit qu'un sol argileux n'est pas un sol dans lequel l'eau ne s'infiltre pas. Elle s'infiltre très lentement. J'ai dans mon jardin, enfin, mon jardin est un sol extrêmement argileux, j'habite en fond de vallée, et malgré tout, l'eau s'y infiltre. Mais il faut prévoir suffisamment de surface pour que l'eau puisse être stockée sur des surfaces plus importantes, et il faut suffisamment de surface et de hauteur de stockage pour que la lenteur de l'infiltration soit compensée par une hauteur d'eau qui descend doucement. L'intérêt du type de gestion qu'on propose ici, c'est-à-dire extrêmement dispersé dans les premières couches du sol, ça mène justement à pouvoir un peu contourner cette problématique, parce que par exemple, si dans un sol argileux, vous amenez de l'humus, des feuilles mortes, des tontes de gazon que vous plantez, donc il y a moyen d'améliorer un sol argileux pour le rendre à la fois plus perméable, plus cultivable, et ces deux éléments vont s'entraider l'un l'autre, évidemment. Le fait d'amener de la matière organique au-dessus d'un sol argileux et puis de le planter et d'y infiltrer en douceur de l'eau, voilà, ça va améliorer les couches supérieures du sol et les rendre plus perméables. Maintenant, bien sûr, voilà, tout ça se réfléchit, on calcule un petit peu les volumes qu'on veut amener si on est vraiment en sol argileux. Enfin voilà, il faut un petit peu calculer son coût, mais en gardant bien à l'esprit qu'on va faire de l'infiltration de surface, qu'on va compter sur les couches vivantes du sol, là où les racines se développent. Normalement, ça permet de ne pas trop se prendre les pieds dans la question de la qualité du sol dans des couches très très inférieures. Très bien. Je me permets juste de revenir sur la première question, parce qu'il y a une des Oui, très bien. participantes, voilà, qui dit qu'il existe apparemment un article qui est très bien fait sur l'Inglésite, voilà, maison écologique. C'est gentil. Merci pour cette information. Oui. Alors, question 4. Donc, nous avons demandé un devis pour l'installation d'un clapet anti-retour au niveau de l'évacuation vers les égouts, car nous sommes dans un sous-sol et rez-de-chaussée. Mais cela est extrêmement coûteux, car il faut ouvrir toute une large profondeur. Avez-vous des alternatives plus légères? Des experts vers qui nous rediriger. Alors, je ne sais pas si cette personne a fait appel. Donc, Vivaqua dispose d'un service qui coûte malheureusement un petit peu aussi. Enfin, ce n'est pas gratuit, je veux dire. Mais ils accompagnent les gens qui font un devis sur ce fameux clapet anti-retour et exactement le type de situation que vous évoquez. Et donc, Vivaqua accompagne pour vérifier si le devis correspond bien aux besoins, si les coûts sont adéquats, etc. Donc, il y a moyen de se faire accompagner par Vivaqua, qui a vraiment un service dédié exactement à ce type de problème-là pour accompagner les particuliers et avoir un jugement de professionnel et justement une expertise qui les accompagne. Donc, si vous avez déjà fait appel à Vivaqua, alors effectivement, j'ai envie de dire c'est un peu problématique, parce que ça veut dire que c'est bien ces travaux-là qu'il faut faire et il n'y a pas trop le choix et ça coûte cher. Alors, il faudrait que vous nous envoyiez peut-être votre cas plus particulier pour qu'on puisse voir s'il n'y a pas vraiment une autre alternative. Mais si vous n'avez pas encore fait appel à Vivaqua, ça vaut peut-être la peine de leur soumettre votre devis et votre situation, parce qu'eux peuvent vous apporter vraiment une expertise. Voilà, ils le font, quoi. Ils visent vraiment à pouvoir aider les particuliers dans ce type de situation. J'espère que je réponds à la question. Voilà, malheureusement, on n'a pas la réponse en direct, mais n'hésitez pas à faire un retour si la réponse vous aide un petit peu ou pas. Alors, question suivante. J'aimerais savoir comment faire pour réaliser la courette végétale, donc avec la récupération d'eau dessous, sachant que sous cette courette, il y a une cave. D'accord. Donc, d'abord, merci beaucoup pour votre merci beaucoup, ça fait plaisir. Et alors, donc, il y a une courette et sous la courette, il y a une cave et vous voulez quand même infiltrer.
Oui, alors tout dépend de la quantité d'eau que vous allez vouloir infiltrer. S'il s'agit de n'infiltrer que ce qui s'écoule sur la courette, alors je dirais oui, on considère que la situation n'est pas plus problématique aujourd'hui. Enfin, de nouveau, c'est un petit peu compliqué de répondre sans voir vraiment un plan, une coupe. Euh, ou alors, il faut peut-être étanchéifier le fond de l'élément végétal qu'on veut faire. Hein. On protège quand même la cave. Donc, si on arrive sur le toit d'une cave, on protège par une étanchéité et puis par-dessus, on plante, enfin, on met, on restitue un sol et puis on plante. Et là, on peut, ou un mélange terre-pierre, et là, on peut faire s'écouler de l'eau. On a une espèce de temps en temps de zone semi-humide et puis de temps en temps une zone qui sera sèche quand il ne pleut pas. Mais voilà, il faut voir vers où. Enfin voilà, ce serait plus commode d'avoir vraiment une coupe, réaliser une courette végétale avec la récupération d'eau dessous. Bon, s'il y avait de nouveau, hein, j'ai laissé mon mail à la fin. C'est vrai qu'on n'arrivera peut-être pas à résoudre, enfin avec HomeGrade sans doute si, mais on essaie volontiers de résoudre vos questionnements individuels, mais ce sera peut-être plus facile avec comment dire, un échange oral et une bonne compréhension de l'état de la situation pour ne pas non plus aller infiltrer de l'eau à un endroit qui pourrait poser problème par la suite. Moi-même, j'ai une cave aussi, mais c'est vrai que mon infiltration d'eau se passe du coup à 4-5 mètres de la cave, c'est très loin. À 2-3 mètres, je l'aurais encore fait. Tout contre la maison, je ne sais pas si j'aurais favorisé l'infiltration par une tranchée drainante parce que c'est une maison des années 60 et que voilà, donc de temps en temps, il faut quand même un peu respecter une distance. Tout dépend du type de bâti qu'on a et de l'intensité avec laquelle on veut infiltrer. L'idéal étant évidemment de n'infiltrer que quelques mètres carrés, les quelques mètres carrés alentour, de ne pas aller concentrer toutes les autres toitures en un même point. Mais voilà, donc volontiers, je prends un mail avec quelque chose de plus, un petit dessin pour Parfait. répondre un petit peu plus loin à cette question-là. Alors, on va peut-être juste prendre une dernière question subsidiaire ici, enfin, les deux dernières peut-être. Alors, est-ce que l'intégration de nous dans son jardin favorise les moustiques en été? Alors, oui, ça c'est une question qu'on nous pose souvent et bien sûr que non, dans la mesure où le moustique, quand il pond à la surface de l'eau, il y a quand même, enfin, le délai, c'est plusieurs jours, enfin, je n'ose plus dire un jour, un nombre de jours nécessaires au développement de l'œuf jusqu'au moustique, mais il faut un certain nombre de jours. Or, votre noue dans le jardin, même si elle met 2-3 jours à comment dire, à s'infiltrer avant la prochaine pluie, il n'y a aucune chance que des moustiques restent, euh, enfin, puissent se développer. Ils n'auront pas le temps de faire tout le cycle nécessaire. On a plus facilement des moustiques qui se développent dans une vieille coupelle de fond de pot de plante où on laisse l'eau stagner là pendant tout l'été sans s'en rendre compte, etc. Dans les noues, normalement, il y a de l'infiltration. S'il y a de l'infiltration, il y a beaucoup de temps sans eau. Et donc, le cycle du moustique ne s'en satisfait pas. Par ailleurs, par exemple, moi, la pièce d'eau que j'ai tout près de la maison, j'ai absolument pas observé une augmentation de présence de moustiques, mais j'ai multiplié les points de collecte d'eau dans le jardin parce qu'on a aussi du vivant qui vient se greffer à tout ça. Hein, et donc, s'il y a des larves, ben, il y a des petites bêtes dans l'eau qui vont s'en nourrir. Enfin voilà, moi, personnellement, quand on ramène de la nature dans un jardin, on ramène aussi l'équilibre qui permet de lutter contre les nuisibles. Voilà. Et puis, quid des toitures en pente? Peut-on les végétaliser? Alors, tout dépend de la pente. Je sais qu'il y a même des pays limitrophes aux nôtres où on exige de végétaliser des toitures, même en pente. Mais alors, vous dire exactement le pourcentage qui est encore recevable, il me semble que j'ai déjà vu des chiffres ou même jusqu'à 12% de pente.
on pouvait végétaliser une toiture, oui, simplement voilà, la mise en œuvre est un peu particulière. Mais c'est sûr que sur les anciens toits classiques bruxellois, enfin comme le mien qui fait probablement pas loin de 45 degrés, c'est totalement impensable, évidemment, malheureusement. Donc, j'invite juste la personne qui a posé cette question à consulter notre brochure, en fait, Très sur la bien. toiture végétale. Voilà, la réponse y est. Madame Doué, merci beaucoup. Merci à tous d'y avoir assisté et à mardi prochain. Bonne journée. Merci, avec plaisir. Au Au revoir, bonne revoir. journée.